Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et pour passer une heure ensemble pour évoquer la crise sanitaire et ses impacts sur les environnements de travail, sur la transformation et sur l'impact pour repenser les environnements de travail. Je suis Anne-Judith Semoun et je serai aujourd'hui votre animatrice. Je suis directrice conseil au sein de Colliers et je vous souhaite la bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, évidemment, nous disposons d'une heure pour pouvoir travailler autour et évoquer, grâce à nos invités et clients, les évolutions issues évidemment et impactées par la crise sanitaire actuelle. La crise sanitaire, évidemment, a deux hypothèses s'offrent à nous. La première, c'est de reprendre notre rythme comme avant, mais on a quelques doutes sur la capacité à le mettre en place. Et la seconde voie, et c'est celle dont nous allons parler ce matin, elle est l'évolution justement de nos modes de travail qui vont évidemment combiner le distanciel, le présentiel, la technologie, l'impact environnemental aussi, et pouvoir ce matin avoir quelques illustrations avec des projets qui ont déjà eu lieu et d'autres qui sont en train d'être réfléchis et poussés par nos interlocuteurs. Donc je remercie évidemment vivement l'ensemble de mes co-animateurs et invités sur le plateau. Nous sommes ici dans les bureaux de Colliers à Lyon, à Perrache, et nous avons la joie d'inviter et de recevoir à la fois des personnes en présentiel mais aussi à distance, comme Olivier Clausel qui est directeur du site Carteret à Sanofi et qui a été le premier site lyonnais à lancer pour ses 1400 collaborateurs un environnement dit dynamique, donc sans poste attribué, à partir des années 2016. Et nous allons justement lancer une vidéo pour qu'Olivier Clausel nous présente son projet. Nous avons revu les tiers de Lyon, site hébergeant 1400 collaborateurs sur 4 bâtiments. Nous avions conçu ce site en 2015 pour favoriser déjà la collaboration en bureau ouvert, dit open space dynamique, avec des postes de travail non attribués, au-delà d'une attribution de zones dédiées par équipe ou par fonction. Le projet a consisté en un réaménagement sommaire sur 3 bâtiments, maximisant le nombre de positions de travail, de bulles, de salles de réunion, et renforçant l'usage d'espaces préalablement mal utilisés et permettant ainsi la fermeture d'un 4e bâtiment. Merci beaucoup. Olivier donc interviendra, nous avons enregistré ces vidéos pour qu'il puisse illustrer par l'exemple de Sanofi son projet immobilier. J'ai à ma gauche Grégory Bourbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la transformation dans une direction transverse au service de la métropole de Lyon et vous avez plus de 8000 agents concernés par cette transformation avec une surface immobilière de plusieurs dizaines de mètres carrés à Lyon. J'ai aussi en face de moi Michel Hills. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes responsable du patrimoine bâti à la direction équipement et patrimoine du Citral, le syndicat du transport de Lyon, avec 140 agents. Et vous entamez une démarche de renouveau de la conception des espaces de travail, donc des bureaux tertiaires, dans une démarche de co-construction avec les agents. C'est exact. Et enfin, pour commencer aussi nos échanges, j'ai oublié de dire quand même que nous co-animons cette webinaire avec UGAP. Je vais donner la parole à Stéphane Zunino, qui est donc co-organisateur évidemment de ce webinaire, directeur réseau territorial adjoint sur la zone centre-est. Merci Anne-Judith. Oui, nous avons souhaité organiser ce webinaire parce que nos clients aujourd'hui expriment des difficultés avec la crise sanitaire, des difficultés d'ordre financier, stratégique, et se posent beaucoup de questions aussi sur la réorganisation de leur environnement de travail. Et le marché Colliers y répond. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser cet échange aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, la liaison est toute trouvée. Donc, Charline Dazy, qui est notre directrice développement au sein de Colliers et qui va nous expliquer justement ce lot immobilier au sein du marché UGAP. Donc, bonjour Anne-Judith, bonjour à tous. Donc, effectivement, Colliers, depuis 2019, accompagne les établissements publics dans le cadre donc, du marché immobilier avec l'UGAP, dans toute l'élaboration de leurs projets immobiliers. Nous couvrons plusieurs périmètres. Le premier, c'est tout le lot conseil. Nous accompagnons donc les établissements sur des missions de valorisation, de cession d'actifs ou encore de schéma directeur immobilier. Nous avons également tout un pôle d'accompagnement transactionnel sur de la renégociation de bail, la vente de biens ou la location de biens. Et enfin, nous accompagnons donc les établissements sur des missions de gestion de projet, sur des extensions, des reconstructions de sites via des programmes d'aménagement, sur toute la conception des espaces tertiaires
et également toutes les missions de design et d'architecture d'intérieur. Les biens concernés sont des bureaux, des hôpitaux, ça peut être des casernes ou encore des établissements scolaires, donc de tout le domaine de l'enseignement. Et donc à ce titre, Colliers accompagne donc des clients tels que l'Agence régionale de santé, l'Université de Nice Côte d'Azur dans le cadre du plan de relance, également la Montpellier Business School, mais également sont présents ici donc le Citral avec Michel Hiss et la métropole de Lyon donc dans le cadre du marché UGAP. Merci beaucoup. Voilà, vous avez un panorama de l'ensemble de nos activités et puis quelques clients et références. On va rentrer un peu dans le vif du sujet en donnant la parole à nos interlocuteurs. Et donc, Michel, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter justement le projet de transformation immobilier que porte le Citral? Je vais essayer. Le Citral, c'est une structure publique effectivement qui organise le réseau de transport sur l'échelle du département du Rhône. Donc à ce titre, on est propriétaire d'un vaste patrimoine immobilier, essentiellement d'ailleurs à caractère industriel, puisque c'est sur ce patrimoine-là qu'on entretient et qu'on remise l'ensemble de notre matériel roulant, mais on a aussi des bureaux. Et notamment un siège social qui fait 6 000 m², qui est situé au cœur du quartier de la Part-Dieu, donc à Lyon, quartier d'affaires, qui fait l'objet d'un vaste projet de restructuration. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est interrogé dans un contexte de démolition, dans une perspective de démolition du bâtiment, on s'est interrogé sur comment penser et imaginer nos futurs espaces de travail, et on a clairement souhaité associer les agents du Citral dans la conception de ces nouveaux espaces en mettant en place avec Colliers toute une démarche d'appropriation du projet et de co-construction avec les agents. D'accord, très bien, merci beaucoup. Grégory, est-ce que je peux vous donner la parole pour nous raconter justement votre projet et vos futures réalisations peut-être? Oui, merci. Du coup, nous, on est situé, on est voisins finalement avec le Citral, parce que nous aussi, on est dans le 3e arrondissement. On a notre siège et un certain nombre de bâtiments qui le composent autour. Et nous, notre principale perspective, c'est déjà de revenir au travail, au bureau. Parce que le travail, on n'a pas arrêté, mais de revenir au bureau. Et ça, déjà, ça va faire plaisir à beaucoup de monde. On a vécu cette crise sanitaire de manière un peu particulière, parce que nous, en plus de ça, on a eu un changement d'exécutif en cours de route, donc un nouveau projet politique à mettre en œuvre. Donc là, effectivement, l'aspect immobilier, l'aspect aménagement, c'est une nouvelle organisation à mettre en place, et donc du coup, forcément des nouveaux projets, à travers ces nouveaux projets, une nouvelle organisation spatiale. Bien entendu, cette nouvelle organisation spatiale devra prendre en compte ces nouveaux modes de faire qui ont été accélérés par la crise sanitaire, notamment le télétravail, qui va effectivement se voir se concrétiser ou en tout cas se multiplier dans les mois à venir. Oui. Voilà. Et orienter du coup l'organisation. Et orienter l'organisation spatiale de fait, puisqu'aujourd'hui, avant la crise sanitaire, on était quelques télétravailleurs, 500, 600, aujourd'hui on est à plus de 3000. Donc bien entendu, les aménagements spatiaux ne sont pas du tout adaptés à ce nouveau mode de travail. En effet. Très bien, on va donner la parole à Olivier Clauzel, donc dans le cadre d'une deuxième vidéo qui va nous raconter. Nous lui avons demandé de décrire succinctement justement le projet immobilier de Sanofi dans lequel Colliers l'a accompagné. L'attractivité du groupe, pour les talents, leur épanouissement, et pouvoir également, post-Covid, attirer les collaborateurs à revenir sur site. Le challenge fut donc de faire évoluer un espace de travail déjà fonctionnel et agréable, en gardant l'esprit du site existant, mais la grande valeur ajoutée de notre maîtrise d'œuvre a été sur la créativité architecturale intérieure et l'agilité à repenser les espaces sobrement. Donc nous avons un peu de Larsen, c'est sympa. Alors, en effet, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle nous a projeté évidemment dans ce contexte accélérateur d'une situation et de certaines tendances. Et il faut savoir que ces tendances avaient été aussi décrites dans le cadre d'une étude prospective que Colliers avait menée avec le cabinet Futuribs pour pouvoir se projeter en 2030. Et on avait imaginé justement dans ces différents scénarios des impacts et des hypothèses de développement. Et alors, je ne sais pas si on est devin ou quoi, mais en tout cas, on avait tenu compte à la fois de cette tendance sur la mobilité des régions. Donc, effectivement, on l'évoquera un peu plus tard. La complémentarité entre le travail en présentiel et le travail en distanciel.
évidemment accompagné des technologies qui sont de plus en plus performantes, hein, la connexion est quasiment permanente, et la prise en compte des enjeux environnementaux, là encore plus prégnant maintenant avec chez nous à Lyon en tout cas ce nouvel exécutif, et des modèles de statut aussi de travailleurs qui étaient hier plutôt salariés et demain pourraient être avec de nouvelles modalités, peut-être plus d'indépendants. Donc toutes ces projections, tous ces scénarios avaient fait l'objet en fait quant au mode de travail de demain d'une longueur d'avance, et on a le sentiment qu'aujourd'hui ça résonne vraiment comme étant une réalité. Un dernier sondage aussi récent qui corrobore beaucoup d'autres nous fait dire que les salariés disent oui de manière assez majoritaire au télétravail, au moins pour une fois par semaine, mais très peu seraient prêts à signer pour 5 jours par semaine. Donc on sent bien qu'il y a une attente par rapport au bureau et au lieu de travail. D'autre part, du point de vue encore, et c'est un éclairage pour les salariés, la vraie question qui se pose, c'est le management. C'est quelle est la pratique qui va être accompagnée? Est-ce que justement cette responsabilisation, cette autonomie dans la prise de décision lorsqu'on est à distance va pouvoir être accompagnée, et quelle est l'organisation qui va pouvoir servir ce système de décision pour répondre à ce nouvel enjeu? Voilà, j'évoque des tas d'ouvertures et d'hypothèses, mais on va essayer de creuser un peu la question. Charline, je me tourne vers vous pour savoir quel est l'impact que vous pensez être cette crise par rapport à l'immobilier et surtout le patrimoine immobilier d'aujourd'hui. Alors, donc la crise qu'on subit maintenant depuis 1 an a obligé, a poussé les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à se réorganiser. Donc on a, sur le plan immobilier, sur le patrimoine immobilier, on a pu observer 2 profonds impacts. Le premier, c'est vraiment tout en termes de réflexion sur l'empreinte immobilière. Donc les établissements ont vraiment mené une réflexion sur la rationalisation et l'optimisation des mètres carrés qui sont rendus possibles notamment grâce aux transformations, aux nouveaux modes de travail. Et donc ces nouveaux modes de travail ont également eu un impact important sur le patrimoine immobilier des établissements, avec notamment le développement forcément du télétravail, forcé, mais qui maintenant va devenir quelque chose de courant, on va dire, mais également sur le développement de plus en plus des bureaux partagés. On vient au bureau pour collaborer, plus pour partager un moment, et du coup on réorganise les bureaux. Et ce qu'on observe également, c'est que de plus en plus sur l'empreinte immobilière, de plus en plus d'entreprises, même d'établissements, ne louent plus de bureaux. Ils ne louent plus de bureaux dans les centres-villes, mais s'excentrent des zones urbaines, et également de plus en plus louent simplement des coworking ou ce qu'on appelle des pro-working. Voilà, donc tout ça nous montre que le patrimoine immobilier d'une manière générale en France, la crise a accéléré vraiment le changement, les profonds changements que l'on vit depuis 1 an, mais ils se sont développés depuis 1 an et ils ne vont que s'accélérer dans les années à venir. En effet. Alors Stéphane, j'ai envie de me tourner vers vous pour vous demander justement de votre point de vue, est-ce que les acteurs publics suivent justement cette tendance? L'État a commencé, et les collectivités également, mais c'est vrai que derrière tout ça, il se cache un souci de gestion de leur budget de fonctionnement. Il faut réduire le budget de fonctionnement aujourd'hui. Et donc c'est de l'optimisation financière qu'on va chercher à mener aujourd'hui un peu partout d'ailleurs, en réduction de la consommation énergétique comme de l'espace de travail. À la fois le fonctionnement et l'investissement en fait. Oui. Alors j'ai envie de poser la question à Olivier Clausel qui nous a aussi dans le cadre de ces petites vidéos. Quel est le facteur déclencheur de cette transformation immobilière et qu'est-ce qui a poussé Sanofi à revoir son organisation spatiale? Des environnements de travail qui renforcent pour les talents, leur épanouissement, et pouvoir également, post-Covid, attirer les collaborateurs à revenir sur site. Le challenge fut donc de faire évoluer un espace de travail déjà fonctionnel et agréable, en gardant l'esprit du site existant, mais la grande valeur ajoutée de notre maîtrise d'œuvre a été sur la créativité architecturale intérieure et l'agilité à repenser les espaces sobrement. Attractivité et sobriété, on va essayer de s'y attacher. Voilà, donc Grégory, dans les administrations, comment vivent les équipes en fait face à l'organisation d'un travail qui est devenu hybride et va continuer à l'être a priori? Elle va
Probablement, mais on n'a pas la certitude par rapport à ça. Je pense qu'on ne part pas du même niveau, notamment avec Sanofi, on ne peut pas comparer les choses. Je pense qu'on a un niveau de maturité, en tout cas même dans une grande collectivité comme la métropole de Lyon, autour du télétravail. Aujourd'hui, enfin avant la crise, je le disais tout à l'heure, on avait très peu développé ces modes de faire. Aujourd'hui, on nous parle de travail hybride, on nous parle de retour, on nous parle de coworking. Alors effectivement, nous, côté employeur, on a bien cette logique-là. On va développer, on va multiplier ces possibilités-là jusqu'à 2 jours par semaine, comme finalement beaucoup d'entreprises. On n'ira pas jusqu'aux 5, sachant que de toute façon, il y a énormément de métiers qui ne sont pas télétravaillables dans une collectivité comme la nôtre. Effectivement, on va avoir des gens du tertiaire et puis on va avoir des reapers, des médecins de PMI ou des assistantes sociales. Ces personnes-là, effectivement, elles seront toujours sur le terrain. Après, la grande question, c'est effectivement la question de l'investissement qu'on est capable de mettre dessus. Donc effectivement, on a cette nécessité d'avoir notre empreinte économique qui doit diminuer, mais aussi nous, on a vraiment cette question d'empreinte carbone qui est vraiment portée par notre employeur aussi, en tout cas notre exécutif. Et à travers le télétravail, il faut qu'on puisse aussi bien en mesurer les conséquences demain. Ouais. Voilà. Merci Grégory pour cet éclairage. Michel, je me tourne maintenant vers vous. Je suis la donneuse de parole, je tiens le bâton. Donc, ne pensez-vous pas que ces enjeux immobiliers qui sous-tendent en fait l'ensemble de ces démarches peuvent devenir aussi l'occasion d'un prétexte au changement, à un changement peut-être de stratégie ou de culture d'entreprise? Je vais peut-être un peu loin, mais je m'interroge. Je pense que vous n'allez pas loin du tout. Et effectivement, si on s'interroge un peu sur les circonstances, sur les raisons qui nous ont poussé à mener ces projets-là, alors je vais un petit peu prendre le contre-pied de ce qui a été dit jusque-là. Nous, la raison économique n'est pas forcément prédominante dans notre cas, mais on évoque quand même une petite structure et les surfaces en jeu là sont pas énormes. Mais pour le coup, nous, le phénomène déclencheur, c'est quand même un projet de requalification urbaine qui nous impacte directement et qui nous a conduit à imaginer d'autres lieux de travail. Par rapport à ça, le Citral, comme sans doute tout un tas d'autres collectivités, a mené un diagnostic de ces risques psychosociaux et on a identifié dans ce cadre-là une piste d'amélioration en termes de transversalité. Et ce projet immobilier va nous permettre en partie de répondre à cette problématique de transversalité, puisque l'aménagement des locaux, évidemment, peut être facteur d'amélioration de ce sujet-là. Un autre point important également, c'est le Covid. Aujourd'hui, quand on a mené le projet, on n'avait pas du tout imaginé qu'on serait tous en télétravail avec un masque sur la figure, si même là on a la chance de ne pas le porter. Mais pour autant, c'est un point important qui fait que demain, après cet épisode-là, quand on sera tous en télétravail de façon plus ou moins importante, on ne va pas aller au bureau chercher les mêmes choses que ce qu'on cherchait avant quand on allait donc sur notre lieu de travail. Et notamment, tout ce qui est espace de concentration, on peut imaginer, on peut peut-être avoir la chance de l'avoir chez soi. Et quand on va aller dans les locaux de travail, c'est plus pour échanger, c'est pour collaborer, c'est pour discuter. Et donc, donc l'aménagement est sans doute un peu différent de ce qu'on avait imaginé avant. Et en gros, les cellules bureaux individuelles dans lesquelles on vient, on s'enferme et on travaille, c'est peut-être plus la tendance, malgré tout. Et puis nous, on a un autre élément, c'est un élément plus technocratique, puisque le Citral va se transformer en établissement public. Et donc c'est un projet très structurant pour l'entreprise et donc pour la collectivité. Et donc on va profiter de cette transformation-là pour l'accompagner avec une transformation immobilière. C'est vraiment les 4 enjeux qui nous ont poussé à mener ce projet. Donc en fait, on sent bien que finalement le capital humain, qui est quand même la grande richesse, une des grandes richesses en tout cas de l'entreprise, va devoir être accompagné ou en tout cas reçu dans d'autres dispositions, et effectivement que les aménagements immobiliers vont pouvoir participer à leur bien-être. On va évoquer, je pense, un peu la qualité de vie au travail. Je pense que... je vais peut-être d'abord rebondir sur la tendance, parce que certes, c'est peut-être pas la tendance, mais la réalité, en tout cas, nous qui travaillons aujourd'hui sur des grands open space, on a des grandes surfaces déjà en open space, bien qu'on soit une collectivité, je pense que certains sont encore très très attachés à leur bureau fermé, et la tendance va être quand même difficile à accompagner. Et je voulais en venir vers ça, parce que je pense que derrière, effectivement, ça nécessite un véritable accompagnement.
on a vécu une période où on a été obligé de travailler à domicile et pas à télétravailler. Et aujourd'hui, on n'a pas accompagné les managers à faire ce pas vers le télétravail. On n'a pas organisé notre production et nos modes de production dans un cadre de télétravail un peu généralisé et structuré. Alors effectivement, on a accéléré, hein, on a pu avoir tous des ordinateurs portables alors que ça faisait peut-être 20 ans qu'on en rêvait. Ça, c'est très positif. Dans la réalité, nos collectifs de travail, aujourd'hui, on n'est pas sûr d'être en capacité de les manager réellement comme ça, puisque aujourd'hui, la confiance, le contrôle reste quand même un petit peu dans la psyché de nos managers. Et ça, il va falloir qu'on arrive à le casser, parce que sinon, on aura que les inconvénients finalement du télétravail. Et effectivement, moi, je partage, hein, si demain, on doit avoir des espaces de travail pour se retrouver, pour co-construire, pour de la convivialité, pour le sens du collectif, je pense qu'effectivement, on doit avoir des aménagements qui nous le permettent, mais je ne suis pas sûr que nos managers, en tout cas les nôtres, hein, je parle des nôtres, soient vraiment dans cet état d'esprit en se disant que les collaborateurs vont revenir au bureau pour co-construire et pas pour produire comme il se doit finalement. Voilà. Oui. Donc effectivement, le capital humain est bien là, mais le modèle managérial, à mon avis, est vraiment à construire. En tout cas, nous, ça fait partie de notre feuille de route. Voilà. Et la façon donc, de travailler, de ne plus avoir de bureau à soi, je dirais, pour mener à bien son Alors travail. ça, je pense que c'est le degré d'après. Je pense qu'effectivement, un manager comme n'importe quel collaborateur a une activité qui est variable dans la journée. Il a, de mon point de vue, aucune raison d'avoir son bureau attitré. Il a plusieurs postes de travail dans une journée. Il a différents usages. Il doit pouvoir être dans une salle de réunion ouverte. Il doit être dans un espace de coworking. Il doit être dans un espace de créativité. Et ça, effectivement, les aménagements des bureaux aujourd'hui nous le permettent. En tout cas, le suggèrent ou l'accélèrent. Oui, c'est ça. Donc moins d'appropriation, mais plus de diversité et d'espaces qui peuvent supporter des activités différentes. Ouais. Après, même si c'est très, très difficile, parce qu'on a quand même tous besoin de territorialiser un petit peu son espace de travail. On est habitué à avoir la photo de son doudou, de son chéri ou de je ne sais quoi derrière. En tout cas, on a quelque chose qui nous réconforte parce que c'est quand même aussi notre espace un peu privatif. Oui. On a besoin c'est entre-deux qui est compliqué. De points d'ancrage, ça c'est clair, mais après, effectivement, pas obligatoirement de monter la tente. Tout à fait. Oui, c'est ça. Bon, alors justement, on va s'interroger sur l'engagement des collaborateurs et qu'est-ce qui va faire qu'on puisse trouver des marqueurs, peut-être objectifs de cette performance dans les entreprises. Donc on l'a dit qu'il y a un levier au niveau managérial et des pratiques managériales à accompagner, mais qu'est-ce qui va pouvoir, d'un point de vue collaborateur, faire dire que on se sent engagé à revenir au travail? Est-ce que Michel, vous avez des idées sur ce sujet? Alors déjà en termes de performance, je vais être un petit peu chauvin en considérant que la structure, le Citral, est aujourd'hui une structure territoriale performante puisqu'elle organise une offre de transport et elle pilote des projets de façon efficace, notamment dans un enjeu de respect des délais contraints qui s'offrent à nous. Et donc il faut qu'on offre et qu'on permette à nos agents, à nos collaborateurs, de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est véritablement l'aménagement de ces locaux qui est un des éléments pour offrir aux collaborateurs de bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et qu'est-ce qui est facteur de performance à mon sens? C'est déjà la transversalité et la collaboration. Aujourd'hui, on n'a plus des opérations, des projets où on ne travaille plus en chambre, mais aujourd'hui on associe tout un tas de partenaires, que ce soit interne que externe. Il faut qu'on soit en capacité d'échanger et de discuter efficacement avec eux. Il y a également une notion de modernité et d'IT. Avec le Covid, avec le télétravail, on s'est progressivement adapté aux nouvelles technologies. On fait aujourd'hui des webinars, on fait des conférences en distanciel, des visios. Mais pour autant, on n'était pas forcément prêt et on n'avait pas forcément dans nos locaux les moyens informatiques pour répondre à ces enjeux-là. Donc c'est progressivement équipé, mais c'est sans doute encore insuffisant. Et un des enjeux de ces opérations immobilières, c'est aussi d'intégrer ces IT dans la conception des locaux pour qu'on puisse de façon facile et aisée mener une visioconférence ou alors au travers de tableaux interactifs par exemple, arriver à partager ou à collaborer efficacement en utilisant ces outils modernes. Ouais. Est-ce que Grégory, vous avez un autre point de vue sur ces facteurs clés ou ces...
Je pense qu'on en a déjà bien entendu. Je pense, moi, ce que je retiens, c'est l'envie. Je pense qu'effectivement, c'est donner envie aux gens de revenir, de retrouver collectif, de retrouver un sens au travail, de retrouver un projet. Et je pense que c'est bien notre responsabilité aujourd'hui de leur proposer, à travers les aménagements, mais aussi à travers du projet de l'entreprise. Derrière, on en parlait tout à l'heure entre nous, hein, mais en mai 2020, à la sortie du premier confinement, on n'était pas dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui. On a quand même appris à vivre avec la Covid, on a bien entendu appris à travailler autrement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie appétence, une vraie énergie à revenir, et du coup la performance, elle va forcément percoler à travers ça. Donc moi je suis plutôt confiant par rapport à ça, et effectivement tout ce que j'ai entendu là est vrai aussi, hein. C'est sûr qu'il faudra pour accepter, pour rendre le retour et le sujet acceptable, permettre aux collaborateurs de retrouver du plus dans son cadre de travail au quotidien. Oui, donner envie. Alors on va demander à Olivier Clausel s'il a des facteurs clés de succès sur justement ces nouveaux environnements de travail. Nous avons été pressés pour réouvrir nos espaces pour le retour de nos collaborateurs post-pandémie, ce 9 juin 2021. Je crois que nous avons su être pragmatiques, simplifier le projet sur ce qui apportait vraiment de la valeur et standardiser nos aménagements. Ensuite, nous avons bénéficié de la possibilité de lancer les travaux en site inoccupé, puisque 90% de nos collaborateurs respectent scrupuleusement les consignes de télétravail. Et nous avons pu contractualiser avec des entreprises de réalisation qui avaient la capacité d'intervenir et de délivrer sur cette période. Il a été peut-être difficile, en revanche, pour la maîtrise d'œuvre, de concevoir un projet à distance, en confinement, sans pouvoir plus s'immerger dans nos locaux ou associer nos collaborateurs sur des groupes de travail. Mais conjointement, nous avons tout de même réussi à piloter nos ambitions au plus proche de la réalité terrain. Et nous pensons que nos collaborateurs auront plaisir à revenir et seront très positivement surpris par ces nouveaux espaces. On espère que les collaborateurs auront envie de revenir au bureau et puis peut-être être un peu surpris parce que l'effet un peu waouh qu'on imagine lorsqu'on arrive dans des nouveaux espaces et des environnements de travail contribue à l'adhésion ou en tout cas à l'engagement des collaborateurs. Donc justement, à votre avis, Michel, par exemple, quel pourrait être l'effet, qu'est-ce qui pourrait faire venir? Alors, un effet waouh, un effet... La notion de plaisir que Olivier me semble très importante aujourd'hui. Il faut que les collaborateurs aient envie de retourner au bureau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont le confort du télétravail et de leur maison ou de leur appartement, même si tout le monde n'a pas le même niveau de confort, hein. Je confirme. C'est aussi très partagé, et il y en a qui seront très certainement très heureux de retourner même dans des bureaux un peu vieux. Mais pour autant, la notion de plaisir est importante, et la notion de collaboration me paraît aussi essentielle, puisqu'on est resté quand même très longtemps chez soi à ne pas voir les gens. Je suis très heureux d'arriver ici et d'arriver à voir du monde. Voilà, malheureusement, on ne peut pas voir les autres jours. On n'a pas pu faire cette réunion présentielle, mais ça aurait été vraiment plus sympathique aussi. Et donc, cette notion de collaboration me semble très importante. Il faut que les gens retrouvent le goût de l'échange et de la collaboration. Et les aménagements du bureau peuvent, à mon avis, y contribuer très favorablement. Grégory, qu'est-ce qui va faire venir au bureau? Nous, on n'a pas vraiment prévu d'effet waouh. On a beaucoup travaillé avec la prévention plutôt pour rassurer tout le monde. Donc déjà, ça peut être un bon début d'effet waouh, de revenir sereinement au travail avec des bonnes règles, avec pas mal d'efforts de communication, des jauges qui sont encore acceptables. Il faut quand même bien voir de nouveau d'où est-ce qu'on part. Je pense qu'il faut y aller tranquillement aussi. Oui, après, nous, ça va se faire sur le temps, donc on va être un waouh dans la nuit. Plutôt comme ça que je le vois. Voilà. Mais ça sera waouh. Après, tout le monde doit revenir quand même au travail, on l'a bien dit. Oui, ça c'est une de manière un peu. C'est une réalité. C'est un peu la règle aussi, quoi. Les gens reviendront. Oui, les gens reviendront, on est bien d'accord. Alors, Charline, est-ce qu'on pourrait accompagner justement l'ensemble de ces collaborateurs pour pouvoir revenir au bureau, et quelles pourraient être nos manières de faire pour cette transformation immobilière à venir? Alors, Colliers accompagne, que ce soit les établissements publics ou privés évidemment, on les accompagne d'une manière, on va dire, similaire. Chez nous, l'humain, l'utilisateur est vraiment au cœur, est placé au cœur de nos projets, qu'on soit sur du métier que
peu sur du conseil, qu'on soit sur de l'accompagnement transactionnel ou sur un projet d'aménagement. L'objectif, c'est vraiment l'écoute. Donc, tous nos projets démarrent de cette manière, avec l'écoute des collaborateurs, l'écoute des managers, l'écoute des ressources humaines, l'écoute de l'IT, donc tous les métiers qu'on a pu citer et qui sont aussi garants justement des succès de ces projets immobiliers. Donc, c'est vraiment la manière dont on fonctionne. Donc, l'écoute, le recueil des besoins, et par rapport à tout ça, on conseille vraiment nos clients au cas par cas, puisque chaque projet immobilier est différent, chaque enjeu, chaque problématique client sont différentes, que ce soit sur des clients publics ou privés. Oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On traite tout le monde avec ses particularités et ses parcours usagers. Et on accompagne également, on aide, on donne les clés aux entreprises pour justement comment faire revenir ses collaborateurs au bureau, comment accompagner les projets de transformation. Donc on mène des ateliers, on mène des entretiens, on donne les clés. Il y a des outils de communication. On donne les clés aux utilisateurs, aux managers pour pouvoir justement accompagner cette transformation. Et se projeter dans les futurs aménagements, en effet. Très bien, écoutez, je pense qu'il serait intéressant de se dire quelle est la logique en fait par rapport à la croissance du télétravail et des aménagements qui seraient peut-être plus fréquemment en environnement dynamique. C'est ce qu'on entend parce qu'on a envie de collaboration, on a envie d'espace partagé, de faire une part peut-être un peu plus belle au collectif versus peut-être avant cette crise où on était plus en individu et en point d'ancrage personnel, peut-être avoir un usage plus qu'une propriété en fait dans les environnements de travail. Donc cette réflexion est en cours, on sent qu'elle commence un peu à faire des émules. Est-ce que on pourrait en quelques mots se dire quel pourrait être justement l'immobilier de demain dans un monde idéal? On peut essayer. Je voulais dire simplement, tout à l'heure Charline parlait d'écoute, c'est vrai que dans la démarche d'accompagnement menée par Colliers, l'écoute a été importante. Il faut aussi savoir challenger un peu et puis bousculer, parce que quelque part dans cette logique d'appropriation ou d'aménagement des locaux, il faut peut-être aussi se dire ce que l'on connaît, c'est pas forcément la meilleure façon d'exercer, et il y a d'autres structures qui exercent différemment de façon tout aussi agréable et efficace. Donc le challenge est quand même assez important, et l'enjeu final de tout ça, c'est collaborer. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'au travers des aménagements, on puisse faciliter la collaboration des agents, dans l'objectif évidemment de performance qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Grégory, un mot à rajouter sur ça? Vu qu'on m'a piqué collaborer, je vais être obligé d'inventer autre chose. Je dirais modularité, ça va un peu dans le même sens, c'est-à-dire que on a vu que nos collectifs, ils étaient quand même capables de beaucoup d'agilité, on a su faire des choses extraordinaires, on voit que c'est quand même le nerf de la guerre, et on sait qu'en termes d'aménagement, c'est là où on est quand même pas les plus mauvais, mais assez mauvais pour ce qui nous concerne. On n'a pas ces habitudes-là de savoir réagencer, d'être agile, de pouvoir redisposer. Alors, il y a l'IT qui a ses freins, il y a le mobilier qui a ses freins, il y a chaque collaborateur qui a son bureau et sa plante verte. Et à un moment donné, on réorganise des collectifs, on réagence des projets, et on n'a pas cette modularité. Et je pense que c'est un peu, pour moi, le bon sujet et en tout cas, c'est ce qu'on a bien su faire, mais c'est aussi ce qui nous a un peu manqué dans cette crise sanitaire. Donc je pense que je retiens ce propos. Oui. Et pour compléter ce que dit Grégory, effectivement, nous on essaie vraiment aujourd'hui chez Colliers de concevoir des environnements. Personne ne sait comment on va travailler dans 10 ans concrètement, encore moins dans 20. Je vous fiche mon billet que on ne travaillera pas de la même manière qu'aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui d'accompagner justement les clients sur des environnements qui soient ultra flexibles et où on puisse s'adapter à chaque changement, à chaque crise, à chaque changement d'organisation, à chaque nouveau recrutement. J'ai une question par rapport à ces perspectives dans 10 ou 20 ans. Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché, qui sont peut-être plus habituées aussi à des outils, je dirais, à distance. Les jeunes aujourd'hui télétravaillent aussi finalement. Est-ce que ça va continuer justement dans le temps peut-être? Enfin, comment vous voyez un peu le... Je pense en tout cas pour ma part que la flexibilité c'est vraiment le maître mot, et l'adaptabilité. Voilà. C'est pouvoir se positionner au vu non seulement de la population à qui on va avoir affaire, et puis aussi je pense que donner envie aussi par rapport à ces jeunes générations est un sujet, mais je sors de mon rôle d'animatrice. Très bien. Alors il nous reste quelques minutes, on va peut-être faire appel et voir si quelques questions nous ont été poussées par le biais de ce webinaire. Et
Marion, est-ce que je peux... On a le standard. Ouais. Oui. Alors, la première question, ça va être en quoi la co-construction est-elle intéressante dans le cadre d'un projet de transformation immobilière ? Très bien. Alors, on a évidemment parlé de co-construction et d'écoute. Alors, je pense qu'on a en partie répondu sur cet aspect-là. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur cette notion de co-construction ? Parce que finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi au Citral. Hein. Oui. Pour moi, la co-construction, un des points essentiels de cette démarche-là, c'est de susciter l'adhésion au projet. Demain, si les gens ont participé ou construit le projet, eh ben, ils seront d'autant plus à même à adhérer au projet d'entreprise qui finalement découle de tout ça, et ils vont y aller, ils vont être totalement partie prenante. Après, la co-construction, ça veut aussi pouvoir dire parfois un petit peu de déception. Ouais. C'est pas parce que l'on co-construit que globalement on n'est pas un peu déçu au final, parce que les orientations qu'on aura plaidées, c'est pas forcément les orientations qui auront été retenues, et celui qui co-construit, c'est pas celui qui décide. Et oui. C'est quand même un des éléments essentiels à instaurer depuis le départ. C'est pour ça qu'on parle d'un cadre, Ouais, si je puis me permettre. Pardon. Non, mais Je sors encore de mon rôle. C'est pour ça qu'effectivement, dans les projets d'aménagement, le projet est toujours cadré et on arrive toujours en atelier de co-construction avec le cadre du projet. Exactement. Voilà, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? La feuille de jeu, elle est comme ça. Vous avez le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit de sortir du cadre. Donc les règles sont très claires dès le départ, effectivement. Ça peut effectivement apporter parfois quelques frustrations. Voilà. Mais la co-construction est le début de la transformation et de l'accompagnement au changement. Exactement. Ça aide dans le process d'accompagnement au changement auprès des collaborateurs. C'est une manière d'accompagner la transformation. Et si je puis me permettre, encore une fois, de sortir de mon rôle, Grégory a évoqué tout à l'heure le sens du projet. Si le sens est clair, si le message a été diffusé sur la stratégie, le pourquoi de la transformation, on peut plus facilement entendre des choses qui parfois peuvent être un peu frustrantes ou générer un peu de frustration parce qu'on a le sens. Tout à fait. Enfin, moi, je peux aller que dans ce sens-là, en l'occurrence. Mais moi, mon job, c'est pas d'accompagner à la métropole des projets d'aménagement en particulier, mais entre autres plutôt, puisque nous, on accompagne des projets de transformation au sens large, donc des réorganisations, des changements de pratiques, des changements de stratégie métier. La co-construction, elle est forcément au cœur de tout, parce que l'intelligence collective, elle apporte forcément du plus, tout simplement. Et effectivement, on va avoir les contraintes, on va avoir le cadre, les invariants, et puis après, on va avoir l'intelligence des uns et des autres qui vont pouvoir justement nous permettre de dépasser tout ça et de proposer un projet qui correspond au plus et au plus grand nombre. Et dans l'espace de travail, vu qu'on cherche justement le sens et le travail ensemble, c'est quand même plutôt important de le faire comme ça. Voilà. Je pense que, d'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait le faire autrement. Est-ce qu'il y a une autre question, Marion ? Oui, on a une autre question. Est-ce que des entreprises imaginent déjà de contribuer à l'aménagement des espaces de travail de leurs collaborateurs chez eux ? Ah, c'est intéressant ça. Effectivement, jusqu'où on arrête la limite du travail. Alors, je pense que ça va soulever quelques questions en termes d'assurance ou de responsabilité peut-être. Oui, et puis même de capacité à investir, tout simplement. Ouais. Enfin, nous, clairement, la règle à la métropole de Lyon, elle est vous télétravaillez, mais c'est juste une autre façon de pouvoir travailler et l'employeur n'a pas prévu de participer ou de nous doter d'un cadre de travail particulier. Un certain nombre d'entreprises proposent une participation pour acheter un fauteuil, un écran ou quoi que ce soit. Nous, effectivement, c'est juste une façon de travailler. Alors, nous, on va plutôt investir sur des espaces waouh, tout à l'heure, en tout cas les espaces de bureau, et puis les espaces dits de coworking, c'est-à-dire que les agents puissent aller travailler dans d'autres lieux que leur domicile, si leur domicile ne le permet pas. Ouais, c'est pas mal, alors après, aménager son propre domicile, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, Ouais, on n'a pas cette maturité-là. Nous, on est, c'est la même réponse, mais c'est un vrai sujet, parce que moi, sur cette période de télétravail, j'ai jamais eu autant mal au dos qu'en ce moment. C'est le seul. Mais certains ont permis effectivement d'aller chercher même sa chaise de travail pour ramener à domicile. Voilà, et idem pour les écrans aussi, déportés pour pouvoir effectivement, avoir... c'était une vraie question. Après, il y a une question d'équité, tout simplement. Enfin, entre le 27 pouces déporté, le siège ergonomique et l'autre collaborateur qui se retrouve avec son
son écran de portable 11 pouces et le dos courbé. Sur sa table de cuisine avec ses enfants, c'est pas prévu en télétravail, ça c'est prévu en mode Covid et on va arrêter. Mais c'est une réalité. Et effectivement, je pense que l'employeur, s'il veut traiter un peu d'équité, devra probablement à un moment donné se poser ce type de questions. Très bien, s'il y a d'autres questions, super. Alors, on en a deux autres. Est-ce que post-Covid, pour développer l'envie des collaborateurs de retourner régulièrement au bureau, des entreprises pensent à développer des services c'est ce qui est évoqué, de type activités culturelles, sportives, garderies, restauration? C'est vrai qu'on parle souvent des services associés et des bénéfices en fait induits pour aller au travail. Et en la matière, est-ce que votre localisation est déjà un premier élément de réponse, j'imagine, mais est-ce que vous pourriez rajouter des choses? Nous, on est en train de travailler sur un plan de mobilité interne. Donc accompagner les agents sur la façon dont ils vont se rendre au bureau. Et éventuellement, pour ceux qui ne souhaiteraient pas, par exemple, prendre des transports collectifs, ce qui est un comble. Voir avec eux comment ils peuvent utiliser, par exemple, des modes alternatifs, notamment les modes actifs comme le vélo, et comment, à proximité du lieu de travail, pouvoir poser son vélo sans risque de vol, par exemple. Donc c'est une façon, c'est une des réponses, parce que le sujet du trajet domicile-travail est quand même un vrai sujet, et notamment d'inquiétude, même si en tant qu'opérateur de réseau de transport on fait ce qu'il faut pour assurer la sécurité de nos usagers, malgré tout on a tous conscience que ça peut être un frein pour certains. Donc un service associé induit par ce que vous venez de dire, ça pourrait être des douches, par exemple, pour accueillir les personnes qui auraient fait... Ça peut être aussi des consignes sécurisées, et travailler avec un certain nombre de partenaires pour développer des consignes sécurisées à proximité du lieu de travail, pour qu'ils soient certains que le soir après le travail, ils retrouvent leur vélo. Voilà, par exemple. D'autres idées peut-être? Oui, nous on a une politique sociale côté employeur qui se veut un peu construite. Le télétravail en fait partie, mais aussi les déplacements, avec effectivement une réflexion, notamment aussi par rapport au type de véhicule qu'on va proposer et au mode doux. On va arrêter d'ailleurs de proposer des véhicules, même électriques. Ensuite, on a toute une question autour du temps, et notamment les temps méridiens, c'est-à-dire proposer aussi à nos collaborateurs de faire autre chose de leur pause de midi avec des activités plutôt liées à la santé, donc aussi liées avec le restaurant d'entreprise. Enfin, il y a une vraie cohérence de l'ensemble. Et effectivement, alors est-ce que après on avait déjà les systèmes de conciergerie, de choses comme ça, mais dans une entreprise de 9000 agents, de nouveau, je le redis, on a une vraie question d'équité de traitement. On ne peut pas avoir des services qui sont pour le siège et rien du tout pour les agents qui sont sur le terrain et en territoire. Et là, du coup, on a une vraie disparité de traitement. Donc, on a vraiment cette sensibilité-là, et notre vice-présidente aux ressources humaines y est très, très attentive. Et ce qu'on se rend compte dans les projets d'aménagement, c'est que les services plus sont toujours traités, que ce soit sur des bâtiments de grande envergure ou même sur des plus petits bâtiments. Quand on trouve des offres, par exemple, de restauration qui n'auraient pas été possibles. Avant, on était sur vraiment des gros services de restauration, type restaurant interentreprise, où il fallait minimum 300 couverts. Aujourd'hui, on a de nombreuses, on développe, nous, dans les projets d'aménagement, des modes de restauration alternatifs qui viennent sur place, avec, par exemple, des frigos connectés, des food trucks qui viennent même à l'intérieur des halls, par exemple. Donc de plus en plus, ces services sont vraiment développés, qu'on soit sur des gros bâtiments, parce qu'avant les services étaient quand même dédiés aux grands bâtiments, les effectifs, avec un accueil, une conciergerie, tous les services associés. Et maintenant, en fait, de plus en plus, on retrouve ces services plus sur des plus petits projets d'aménagement. On cherche à développer une conciergerie mobile, par exemple, justement, avec une espèce de food truck mode, enfin c'est pas food truck, du coup, je sais pas comment on dit conciergerie mobile. Donc voilà, mais l'idée c'est effectivement d'aller vers quelque chose comme ça et proposer, ça aussi il y a un autre effet Covid, mais on s'éloigne un peu du sujet, mais notre restaurant d'entreprise s'était toujours refusé à faire de la vente à emporter, et là maintenant on va pouvoir avoir de la vente à emporter, parce qu'on a ça a accéléré aussi cette façon-là de travailler, et du coup nos collaborateurs du temps de midi vont pouvoir prendre une petite salade rapide et aller faire du sport, par exemple, ou aller voir un spectacle, etc. Marion. Est-ce que des entreprises imaginent investir à plusieurs
leurs partenaires ou les entreprises voisines dans des espaces de coworking proches des lieux de résidence de leurs salariés. On a évoqué cette tendance effectivement sur la délocalisation ou je ne sais pas comment le dire, on va excentrer en fait nos habitations par rapport aux villes. Est-ce que ça vous inspire? Ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont arrêté d'avoir en fait des bureaux, tout simplement, ou de plus en plus en phase de transition. Donc, on accompagne de plus en plus de clients qui laissent un bâtiment, cèdent un bâtiment et ont une période une période tampon justement, et qui en attendant leur future localisation vont dans des espaces de coworking, vont dans des espaces justement de coworking, exactement. Donc ça c'est une première tendance que l'on observe de plus en plus, ou quand on fait des travaux en site occupé, les collaborateurs peuvent se rendre effectivement dans des espaces de coworking. Et la deuxième tendance que l'on voit, nous par exemple Colliers à titre personnel, on dispose d'un réseau qui s'appelle Néonobac, qui nous permet, quand on est en déplacement, d'aller travailler, donc où sont recensés l'ensemble des espaces de coworking. Donc si on est en déplacement à Rennes, que l'on souhaite aller travailler pendant 2 jours dans un endroit, on a à disposition des espaces de coworking. Donc la liste se trouve sur internet assez simplement. Donc voilà, de plus en plus on accompagne effectivement, les entreprises accompagnent avec des moyens, avec des coworking. Alors c'est vrai que sur les périodes de tampons de travaux, ça peut être aussi une alternative tout à fait envisageable pour éviter d'avoir à travailler en période dégradée, enfin en conditions dégradées, quoi. Les entreprises sont très à l'écoute quand même, justement, des salariés, je trouve, sont bienveillants par rapport à ça et mettent les outils à travailler confortablement. Chez nous, c'est une demande, on n'a pas pour l'instant décidé de la concrétiser, mais effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient bénéficier de télétravail, notamment pour limiter les temps de trajet entre leur domicile et le bureau, et qui considèrent ne pas avoir de très bonnes conditions chez eux pour télétravailler, et qui aimeraient profiter d'espaces de coworking à proximité. Pourquoi pas, c'est pas majoritaire, mais on sent quand même cette demande émerger un petit peu. C'est peut-être un peu plus vrai dans les établissements publics, opérateurs d'État, que dans les collectivités. Mais nous, c'est le cas. Hein, on a la chance d'avoir un maillage territorial sur l'agglomération lyonnaise qui est quand même importante, avec beaucoup de bâtiments métropolitains. Donc, on a des collaborateurs qui habitent en Vénissieux préfèrent aller travailler à la maison de la métropole de Vénissieux plutôt que venir au siège ou dans un autre bâtiment. Mais aujourd'hui, c'est pas marginal, mais ça reste quand même pas, le modèle. Mais c'est possible. Après, ce qui n'existe pas, c'est le fonctionnement Colliers où demain, je voudrais aller travailler dans un bureau de la région Rhône-Alpes ou dans une autre collectivité, ou même dans les bureaux de la ville de Lyon. Là, je pense que j'ai pas la possibilité de m'installer et de brancher mon ordinateur. Je pense qu'on revient à notre question de territorialisation de l'espace, finalement, et je pense que les collaborateurs aujourd'hui ne sont pas encore matures ou prêts à ça. Et puis, je suis sûr que ça soit... C'est peut-être pas souhaitable non plus, mais voilà. Marion, est-ce qu'il reste encore une question avant que Stéphane fasse la conclusion? Oui, on a une dernière question qui fait écho à l'Odyssée des espaces de travail, pour savoir si le monde de l'immobilier imagine créer dans les nouveaux programmes d'habitat des espaces de coworking, et ce sont des espaces qui pourraient être financés également par les entreprises. Dans les habitats, d'accord. Donc oui, là, on n'a plus dans les habitats entre domicile et travail. En fait, ça existe effectivement dans le cadre des scénarios de l'Odyssée 2030, mais pour le coup, c'est une imagination un peu débordante, parce que on souffre quand même pas mal de cette délimitation entre vie privée et vie professionnelle. Et est-ce que c'est vraiment souhaitable, en effet, d'avoir à portée de pied son espace de travail en déposant sa poubelle? Voilà, je m'interroge. En tout cas, ça fait partie des scénarios qui avaient été en effet évoqués dans l'Odyssée. Mais on sent quand même que les gens ont besoin d'avoir la frontière entre la vie privée et la vie... Oui, c'est clair. Il y a même un droit à la déconnexion qui existe. C'est exactement ce que j'allais dire, on n'en a pas du tout parlé, mais nous, c'est un sujet qui n'était pas très... pas très porté, pas très... Et là, effectivement, le nouvel exécutif et la direction générale souhaitent vraiment remettre ces questions de droit à la déconnexion en haut de la pile, parce qu'on voit bien que là, aujourd'hui, on a largement dépassé, et on l'a vu notamment sur le premier confinement, c'était un petit peu n'importe quoi de temps en temps.
Stéphane, est-ce que je peux vous demander Oh. Ah, il y a encore une question? Il y a encore une question, Oui, une dernière question. Est-ce que le choix des matériaux de construction, notamment privilégier des matériaux réemployés ou améliorant la qualité acoustique, et donc le bien-être au travail et l'obtention de labels, peut redonner l'envie aux collaborateurs de revenir au bureau? J'espère bien, oui, que ça fait partie des moteurs aussi, parce qu'on est responsable. Et peut-être que Grégory, vous avez un éclairage. Nous, de toute façon, c'est pas un éclairage, c'est une commande politique. Donc c'est plutôt clair. Donc c'est pas une obligation. De toute façon, la loi nous oblige à un certain nombre de choses. Mais en tout cas, oui, on a une volonté d'aller chercher des matériaux de qualité en proximité sur des circuits courts. C'est vrai pour le mobilier, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, notamment l'alimentation dans les collèges notamment, et du personnel. Après, oui, l'acoustique fait aussi partie des vrais sujets. Je pense que c'est c'est une autre question, je pense. Mais effectivement, un des grands problèmes et un des grands défauts qu'on peut avoir, nous, dans nos aménagements, c'est forcément les conditions lumineuses et sonores de nos collaborateurs. Donc, c'est souvent les deux grands leviers, d'ailleurs, dans les nouveaux aménagements. C'est effectivement d'améliorer tant la lumière que les conditions acoustiques. Je rajouterais la prise en compte de l'ergonomie dans les postes de travail. C'est aussi un point essentiel. Aujourd'hui, je crois qu'on est sorti du bureau bas de gamme ou de la chaise bas de gamme pas chère. En tout cas, alors, il ne faut pas forcément le ramener à une notion de prix, mais en tout cas basique. Et aujourd'hui, il faut forcément intégrer ces notions d'ergonomie du poste de travail dans la réflexion. Bien sûr. Et quelle va être la communication qui va être faite auprès des collaborateurs, justement, pour les informer autour de ces choix en termes de matériaux, en termes d'acoustique? Alors, ça fait partie de la transparence des messages et donner du sens. Oui, c'est surtout, on s'en sert effectivement comme un levier de sens. Et puis après, derrière, de nouveau, nous, ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Donc, on va valoriser la provenance du mobilier comme la provenance des cerises ou des fruits de saison, quoi. Enfin, après, c'est aussi dans notre logique et dans notre stratégie de communication globale. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir conclure et Stéphane, je vais vous donner ce rôle. Lourd rôle d'essayer de conclure effectivement ces échanges qui ont été très riches. Oui, on vient de parler d'ergonomie, de bien-être, de mobilier recyclé ou recyclable ou responsable. C'est un sujet qu'on connaît bien, évidemment, parce que derrière, on a des marchés qui répondent à ça à travers des offres, et puis on répond à nos besoins de nos clients publics, et notamment ceux d'aujourd'hui, de la métropole, en l'occurrence, et du Citral, qui sont présents. Ce qui est intéressant à travers cet échange, c'est qu'on voit bien qu'il y a une réflexion très globale et qui englobe plein de sujets, qu'ils soient RH, stratégie, informatique, voilà, et donc une réflexion globale sur lesquelles on peut vous accompagner, vous, nos clients, à travers nos différents marchés. Et c'est là où il est intéressant pour nous, c'est qu'on peut accompagner nos clients de A à Z à travers ces marchés, à travers vos expertises, l'expertise de Colliers notamment. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à cet échange, à cette table ronde. Merci à vous trois, puisque le troisième, il est donc à distance. Voilà. Et merci à Colliers de nous avoir organisé ce webinaire. Eh bien, on était ravis de tous vous recevoir et puis on vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir.